Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct pour cette émission spéciale qui se veut une lecture et une analyse du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 22e anniversaire de l'accession du souverain au trône. Se joignent à moi par satellite nos trois invités distingués pour cette émission spéciale, en les personnes de Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca, Driss Issaoui, analyste politique et économique, et Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information quid.ma. Je vous souhaite, messieurs, la bienvenue parmi nous ce soir. Donc le discours prononcé par le souverain il y a une heure à peine contient des messages forts et on peut le dire, ce discours est clairement empreint de sagesse, de sincérité et de pragmatisme dans les différents appels que le souverain a lancés ce soir à son peuple, toutes composantes confondues, mais aussi aux dirigeants de nos voisins algériens. Je commencerai tout d'abord par un extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, donc à l'occasion de cette 22e fête du trône, et je cite: « Nous tenons en tout premier lieu à renouveler nos remerciements à tous les acteurs du secteur sanitaire, public, privé et militaire, ainsi qu'aux forces de sécurité, au pouvoir public, pour leur sens élevé des responsabilités et leur dévouement dans la lutte menée contre la pandémie de Covid-19. Pour tous, la période est difficile, elle l'est également pour moi personnellement, à l'égal de tout citoyen, elle l'est pour ma famille, et soyez assurés, je connais la détresse des Marocains et j'en souffre comme eux, partageant totalement le ressenti en pareilles circonstances. » Fin de citation. Une empathie clairement affichée par le souverain ce soir, Driss Issaoui. Nous établirons le contact peut-être un peu plus tard avec Driss Issaoui. Je m'adresse avec la même question au professeur Komat, Abdelatif Komat, depuis Casablanca. Alors, ce que je disais, c'est un sentiment d'empathie qui ressort de cet extrait du discours royal ce soir. Effectivement, en fait, tout d'abord, Sa Majesté a remercié, bien sûr, les forces, notamment de la santé marocaine, des médecins, des corps, en fait, qui sont autour de la médecine, quel que soit leur statut, leur rôle, pour leur dévouement et leur professionnalisme et leur engagement. Ils ont joué un rôle très important, en fait, qui aujourd'hui fait que le Maroc est cité comme un exemple dans la gestion efficace de cette pandémie. Et bien évidemment, Sa Majesté a eu une pensée, bien sûr, pour la souffrance des Marocains, parce qu'il faut le dire que malgré, bien sûr, cet effort qui a fait que les conséquences ont été moindres que ce qui aurait pu sans la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté, mais toujours est-il, bien évidemment, il y a des effets, on a eu des décès, Allah yarhamhum. On a eu également des effets sur le plan économique, sur le plan social, mais bien évidemment, Sa Majesté, avec toute sa sagesse, tout en bien sûr reconnaissant l'effort qui a été fait, bien évidemment, il a une pensée pour les personnes qui souffrent ou qui ont souffert de cette crise, et bien sûr, tout cela vient du pragmatisme, du réalisme de Sa Majesté, qui, bien sûr, entoure son peuple de beaucoup d'attention, et cela, bien sûr, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu, et c'était l'occasion, bien sûr, de l'exprimer. Très bien. Je m'adresse à présent à Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information quid.ma, et cette expression et ce verbe choisi par le souverain pour décrire cette réponse, bien sûr il a rappelé, comme le disait à juste titre Abdelatif Komat à l'instant, les remerciements et bien sûr les félicitations à toutes les autorités compétentes, sanitaires ou sécuritaires, mais aussi donc ce verbe-là qui a attiré mon attention, celui de s'efforcer, Naïm Kamal, s'efforcer de trouver des solutions depuis l'apparition de la pandémie, des solutions qui n'ont pas été évidentes, mais dont les résultats sont clairement visibles aujourd'hui avec cette relance de l'appareil économique tout d'abord.
D'accord. Je reviens, nous avons un léger problème de connexion avec Naïm Kamal, donc je reviens vers vous, Abdelatif Komat. Visiblement, la connexion est bonne avec vous. Donc, finalement, ces solutions-là, elles portent leurs fruits, on le sent, et c'est clairement en la faveur de ces populations défavorisées qui ont beaucoup souffert de l'arrêt, notamment de l'activité économique, pendant, que ce soit pendant les mois de confinement ou de l'arrêt de plusieurs activités économiques. Bien évidemment, les faits ressentis, et en fait Sa Majesté a rappelé les grandes étapes, les grandes décisions, bien qu'il y en a beaucoup, mais il a rappelé les principales, notamment bien sûr la création du fonds d'appui, donc qui était une initiative royale dès le départ à partir du 15 mars, et bien sûr Sa Majesté a insufflé une dynamique à ce fonds qui a pu récolter plus de 35 milliards de dirhams et qui a servi à plus de 5,2 millions de personnes, dont une partie, bien sûr, était dans le secteur informel, était dans des emplois précaires, à peu près 4,3 millions de personnes. Et bien évidemment, également, c'était un appui des personnes qui sont dans des entreprises structurées, mais qui étaient en difficulté. Et ça a été, en fait, une initiative très salutaire sur le plan économique et sur le plan social, parce que d'une part, ça a permis à différentes familles de pouvoir disposer de revenus pour vaquer à leurs besoins essentiels, mais également il a permis aux entreprises de préserver les ressources humaines en prenant en charge une partie des rémunérations de leurs salariés, étant donné qu'elles-mêmes étaient en difficulté. Bien évidemment, il y a eu d'autres initiatives royales. Sa Majesté a donné ses instructions pour que le système financier et bancaire marocain appuie notamment les PME, les entreprises, pour qu'elles puissent faire face notamment à leurs besoins en fonds de roulement. On se rappelle très bien des initiatives qui ont été prises par Banque El Maghrib, qui a revu à la baisse son taux directeur jusqu'à 1,5, qui était un taux record et qui a permis aux banques d'octroyer des crédits à des conditions très, très favorables. Donc, en fait, il y a eu une multitude d'initiatives royales qui, tout en, bien sûr, essayant de préserver, de s'occuper du volet sanitaire, il a eu également une attention particulière par les ramifications de cette crise sanitaire, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Sur le plan sanitaire et sur le volet sanitaire, justement, et je cite un extrait du discours du souverain. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers à plusieurs titres. Le Maroc a relevé un défi de taille en remportant la bataille pour l'accès au vaccin. La campagne nationale de vaccination à laquelle les citoyens répondent massivement se déroule de manière efficace et remarquable. Fin de citation. Et en ajoutant même cette question de souveraineté sanitaire, aujourd'hui, le Maroc, sanitairement, on peut le dire, est souverain, notamment avec ce projet de fabrication du vaccin sur le territoire national. Driss Issaoui, on vient de m'informer que la connexion a été rétablie avec vous. Donc peut-être un commentaire sur ce que nous venons de discuter avec Sekomat, mais aussi par rapport à cette campagne de vaccination réussie selon les mots du souverain. Écoutez, ce qui s'est passé pour cette campagne de vaccination est véritablement une prouesse. Et ça, c'est les témoignages de toutes les Marocaines et les Marocains que j'ai rencontrés de manière impromptue. Ils nous ont dit « Nous n'avons pas cru qu'on était au Maroc ». Parce qu'ils ont été tellement bien traités, ils ont été tellement bien servis qu'ils ne croyaient pas qu'ils étaient simplement au Maroc. Alors ça vient de quoi? Ça vient de l'organisation, ça vient de la pensée qui a été mise au début pour justement solutionner cette problématique. Et le Maroc a pu prendre les devants, il a pris à bras-le-corps cette problématique et il a trouvé les solutions qu'il fallait justement pour les Marocaines et les Marocains et qui ont pu être soignés. Nous avons aujourd'hui quelque chose comme 10 millions de personnes qui ont reçu les 2 doses, ce qui est extraordinaire. Et ça, ce n'est même pas, c'est-à-dire quand on regarde les pays même développés qui ont les moyens, ils n'ont pas pu le faire. Mais le Maroc, il est déjà bien parti. Maintenant, nous sommes où? Nous sommes dans un pays qui a pu faire face à la pandémie, qui a pu régler les problèmes que pose la pandémie sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social. Sur le plan social, il y a eu des initiatives extraordinaires qui ont été prises et le roi en a parlé dans son discours. Il a parlé du fonds Mohamed VI
pour l'investissement. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées et qui ont permis au Maroc de relever sa tête et d'aller droit devant lui et de concevoir un avenir avec beaucoup de sérénité. Et effectivement, quand vous parlez de la souveraineté sanitaire du Maroc, effectivement, vous avez raison de le dire. On est véritablement dans un pays où la souveraineté sanitaire a été respectée et qu'aujourd'hui, on peut véritablement chercher tous les problèmes qui se posent à nous, on peut les résoudre. Seulement, on était en face de gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'on faisait, ni n'avaient pas confiance en notre capacité à résoudre justement ces problèmes-là. C'est ça le plus important. Oui, à résoudre ces problèmes et aller de l'avant, et avec cette approche avant-gardiste de projet de fabrication des vaccins, Naïm Kamal. Absolument. Oui. Je vous laisse finir peut-être, Drissa Essaoui. Alors, très simplement, vous avez parlé de ça. Le Maroc a eu l'avantage de pouvoir se développer des capacités d'embouteillage disons, du vaccin, mais plus que ça, il a même développé des capacités de création de vaccins au Maroc qui va pouvoir partager avec ses frères africains et va pouvoir justement donner des solutions à ceux qui ne voient pas de solutions devant eux à cette pandémie. Très bien. Alors, souveraineté sanitaire et souveraineté aussi alimentaire. Puisque, comme l'a rappelé le souverain dans son discours ce soir, eh bien, l'embellie et la relance économique a été renforcée à la faveur d'une bonne campagne agricole, le véritable manne du Seigneur, pour reprendre les mots du souverain, en contribuant à assurer ce que je disais, la disponibilité des produits agricoles à l'échelle nationale et apporter calme et sérénité aux citoyens. Naïm Kamal, aujourd'hui, plus que jamais, cette souveraineté alimentaire a joué un rôle majeur, n'est-ce pas, pour ce calme et cette sérénité, mais aussi pour la confiance du citoyen marocain. Ben oui, vous savez, quand la pandémie a commencé, on savait que le Maroc, qui engageait des chantiers structurants et se lançait dans son développement social et qu'il réfléchissait déjà sur le nouveau modèle de développement économique, parce que celui qui a été appliqué, mis en œuvre jusque-là, a fini par s'essouffler et qu'il fallait trouver un nouvel élan pour aller de l'avant. Quand la pandémie est arrivée, quand on a vu que les frontières commençaient à se fermer, quand on a vu que la Chine baissait les rideaux, on a eu peur, il faut le dire. Est-ce que le Maroc aura suffisamment de coffres ou suffisamment de force de frappe pour pouvoir faire face, sachant d'ailleurs ce que le nouveau modèle, le rapport du nouveau modèle de développement n'a pas manqué de relever, nos insuffisances sanitaires et nos insuffisances sociales. Est-ce que le Maroc allait résister? Est-ce qu'il allait pouvoir faire face? Et on se savait observer et on savait que de notre réaction, de la réaction du Maroc, de son souverain, de son gouvernement, de ses instances, organismes et toutes les institutions allaient avoir le bon réflexe. Ben alors, on se disait, est-ce que nous allons pouvoir résister? On a vu qu'on a pu mobiliser des ressources insoupçonnées en termes économiques et sociaux, de manière à ce qu'on puisse arrêter le travail pratiquement dans tout le pays, mettre les gens soumettre les gens au confinement, arrêter toute mobilité, toute activité, fermer les frontières quand il le fallait, et en même temps pouvoir assurer les moyens de vie pour tout le monde. Et c'est là où le Fonds de développement a joué son rôle, mais également où on a pu montrer que les institutions, le Maroc, souvent on dit beaucoup de choses sur le Maroc. Le Maroc, il a une profondeur historique, il est multiséculaire, ça reste des concepts abstraits. Là,
face à la crise, on a eu la preuve, la démonstration de cette multisécularité du pays avec ses instances, l'État, c'est son administration territoriale, sa structure sanitaire, même si elle était défaillante, même si elle était insuffisante, a pu se mobiliser totalement, le roi l'a dit dans son discours, pour essayer d'alléger et de freiner l'impact de cette pandémie. Et ça a été une opération réussie. Il y avait un coût à payer et il a été payé. Normalement, on a beaucoup parlé de proactivité. C'est un terme qui revient souvent dans les communiqués de la DGST et de PSIG quand il s'agit du terrorisme. Oui. Mais là, on est dans une autre proactivité, on l'a vu se décliner. En même temps qu'on prenait les mesures pour endiguer la pandémie, en même temps, on essayait de trouver les solutions de la durabilité, de la pérennité de cette action. Et c'est là où on s'est lancé d'abord dans le stockage de l'hydrochloroquine, la chloroquine, et également de mettre en place des lieux d'isolement parce qu'on était devant l'inconnu, et en même temps pouvoir mettre des structures pour accueillir les patients atteints de Covid-19. On a vu, maintenant ça nous semble un peu loin, alors que il y a même pas encore une année, et en même temps il y avait cette recherche, cette quête très tôt de la vaccination, de la solution de pouvoir immuniser la population pour Oui. pour que la machine productive puisse reprendre. Et ça, pardonnez-moi. Oui. Et ça a été juste fait, peut-être un mot sur ce pacte national pour qu'on passe à l'autre axe, Naïm Kamal, pour qu'on passe à l'autre axe, ce pacte national pour le développement et le souhait du souverain que ce soit un cadre de référence pour définir les principes et les priorités du pays en matière de développement et qu'il forme un socle d'impact économique et social propre à impulser je cite les mots du souverain, nouvelle révolution du roi et du peuple, puisque vous évoquiez tout à l'heure le travail de cette commission spéciale sur le modèle de développement. Ben oui, dès le début, je crois que le roi avait donné le tempo en disant, avant même la mise en place de la commission, qu'il s'agissait d'un nouveau contrat social. Et donc toute la réflexion, tout le travail qui a été fait par la commission et tous les affluents qui ont versé dans cette commission, que ce soit la société civile ou la société politique, ont fait en sorte d'élaborer les perspectives, les horizons de ce que devrait être le Maroc à l'horizon 2030-2035. Et je crois que effectivement, le terme est approprié, la révolution du roi et du peuple. On sait que la révolution du roi et du peuple a permis, dans l'histoire du Maroc récente, l'affranchissement, l'émancipation du colonialisme. Et aujourd'hui, c'est l'émancipation, cette révolution du roi et du peuple, c'est l'émancipation du sous-développement, et pour justement qu'on atteigne tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, la souveraineté sanitaire, la souveraineté alimentaire, et là il y a évidemment déjà en marche le plan Green qui a été lancé à Agadir, et donc ça fait partie des objectifs, ça fait partie des défis sur lesquels nous sommes attendus. Oui, et les autres objectifs sur lesquels nous sommes attendus, et encore pour citer le discours du souverain de ce soir, ce sont ces aspects essentiels et vitaux qui sont la sécurité et la stabilité dans l'environnement africain et euro-méditerranéen, et plus particulièrement dans le voisinage maghrébin. Et là, encore une fois, je cite le souverain. Dans le droit fil de cette approche, nous renouvelons notre invitation sincère à nos frères en Algérie pour œuvrer de concert et sans condition à l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage. Fin de citation. Driss Issaoui, un triptyque réaliste et réalisable?
Moi, je pense que le discours du roi Mohamed VI par rapport à cette histoire, il est tout à fait clair, il est équilibré et il est transparent. Il a relancé un appel et la main tendue vers l'Algérie. Il l'a encore une fois souligné parce que l'Algérie fait comme si le Maroc ne voulait rien faire. Or, le Maroc leur explique de manière très pragmatique, de manière très directe, que le Maroc a tout à gagner si l'Algérie pouvait gagner. Et c'est pour cela qu'il leur a dit, nous devons absolument rentrer dans une dynamique de débat, de discussion entre vous et nous. Et tant que les Algériens n'ont pas compris justement cette problématique, on ne pourra pas avancer. C'est ça le problème. Et que de toutes les manières, le Maroc va être serein, il va être lui-même assuré dans ses frontières, dans ses fondamentaux, et il pourra bien entendu livrer et assurer cette sécurité pour ses voisins, à commencer par l'Algérie et d'autres pays. Les Marocains ont montré depuis un certain nombre d'années que l'ennemi, c'est le terrorisme. L'ennemi, c'est tout le travail, c'est toute tout ce qui touche aux frontières et qui ne permet pas aux pays du Maroc, aux pays du Maghreb de manière générale, de pouvoir vivre en toute quiétude. Alors, si l'Algérie n'a pas compris ce message-là, il est extrêmement difficile d'aller plus loin. Et là, l'appel du roi est un appel franc, sérieux, et c'est un appel qui, justement, est lancé pour les Algériens, pour revenir à de meilleurs sentiments et surtout de vouloir construire un avenir commun. Et c'est ça ce qui est demandé. Il faut construire cet avenir ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Très bien. Alors, d'ailleurs, à ce propos, je vous propose de suivre cet extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI prononcé donc ce soir à l'occasion de cette 22e anniversaire ou de ce 22e anniversaire de la fête du trône et qui évoque justement cet appel aux voisins algériens. Écoutez. Je n'ai eu de cesse depuis 2008 de clamer haut et fort l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage, et je le réaffirme à maintes reprises et en diverses occasions. À cet égard, force est de constater que ni son Excellence l'actuel président algérien, ni l'ex-président, ni moi-même ne sommes à l'origine de cette décision de fermeture. Néanmoins, devant Dieu, l'histoire et nos concitoyens, nous sommes responsables politiquement et moralement de la persistance du statu quo. Or, aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d'autant que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Nous ne voulons ni faire des reproches, ni donner des leçons à quiconque. Nous nous percevons plutôt comme des frères qu'un corps intrus à diviser alors qu'il n'a aucune place parmi nous. Par ailleurs, d'aucuns soutiennent l'idée erronée que l'ouverture des frontières apporterait seulement un cortège de malheurs et de problèmes à l'Algérie et au Maroc. À l'ère de la communication et des nouvelles technologies, personne ne peut donner crédit à de pareils discours. De fait, la fermeture des frontières ne rend pas la communication profonde entre les deux peuples, mais elle nourrit plutôt une fermeture d'esprit amplifiée par l'influence néfaste des contre-vérités relayées par certains médias, telle celle selon laquelle la pauvreté serait le lot des Marocains dont les moyens de subsistance se résumeraient à la contrebande et au narcotrafic. Naïm Kamal, donc, on vient de l'écouter et ces termes assez clairs et directs du souverain, notamment par rapport à ce corps intrus qui a divisé ces deux frères qui sont le Maroc et l'Algérie, alors qu'il n'a aucune place parmi nous. Qu'est-ce que ce corps, selon vous, qu'est-ce que ce corps intrus qui a divisé ces deux frères, Naïm Kamal ? Écoutez, d'abord, avant de venir au corps intrus, si vous me permettez, j'aimerais dire une chose sur ce discours.
c'est que c'est un discours qui m'a surpris. Parce que je me suis perdu en conjecture avant le discours pour essayer de deviner, entre guillemets, les thématiques qui pouvaient articuler ce discours. Et je dois avouer que j'ai été totalement à côté de la plaque. Donc je m'attendais à tout sauf à ce que, en ce moment-là, le roi parle et relance l'Algérie sur le terrain de l'entente, de la concertation, de la compréhension et de la coopération. Évidemment, l'intrus, le premier qui vient à l'esprit est bien sûr le Polisario et cette entité fantoche qu'on appelle la RASD. Mais également, le terme reste assez, l'intrus peut être aussi tous ceux qui profitent de la tension entre le Maroc et la tension permanente entre le Maroc et l'Algérie, de manière à ce qu'ils puissent d'un côté faire chanter les Algériens et faire pression sur le Maroc et inversement et ainsi de suite pour continuer à exploiter à sens unique et sur un pied d'inégalité les rapports. Donc l'intrus peut prendre plusieurs formes dans ce contexte. Je constate qu'il y a, le roi l'a rappelé, il l'a fait en 2018, mais il l'a fait il y a à peu près 4 ou 5 ans quand il a demandé la commission, la création d'une commission pour discuter de tous les problèmes sans condition. Il l'a répété aujourd'hui, le souverain l'a répété. Maintenant, il a dit des vérités absolues, c'est-à-dire il y a un discours de faussaire, de falsification des faits, qui veut que l'ouverture des frontières ne profiterait qu'aux Marocains et que l'oriental marocain étouffe sous la fermeture des frontières. C'est un discours fallacieux parce que, avec un peu d'intelligence, si l'on remonte à la date de la fermeture des frontières, c'est-à-dire 1994, ça fait un quart de siècle que ces frontières sont fermées et je ne crois pas que l'oriental aille brûler ou qu'il se soit effondré. Bien au contraire, beaucoup de projets de développement, beaucoup de projets et de structures sociales ont été lancés et il y a beaucoup d'activités dans la région. Évidemment, vous savez, le trafic existe, personne ne le nie. Le Maroc le sait, le roi le sait, les Algériens le savent. Et d'ailleurs, le souverain a dit, le seul moyen de faire tarir les sources qui nourrissent ce trafic qui ne concerne pas que les drogues, qui concerne également la traite d'êtres humains, les narcotrafics, l'immigration, absolument. C'est un ennemi commun, c'est un ennemi commun pour les deux pays. C'est un ennemi commun, et je voudrais dire, justement, il a dit une chose très précise. Le Maroc n'a aucun intérêt à une Algérie instable ou à une Algérie en implosion. Le Maroc a besoin de stabilité à ses côtés pour pouvoir lui-même se sentir sécurisé. Parce qu'un voisin instable, un voisin en feu et en sang est un voisin qui peut vous contaminer à n'importe quel moment. Très bien. Et le roi a été encore plus explicite. Merci Naïm Kamal, je vous reviens. Quand il a dit, pardonnez-moi, oui, j'arrête. Je terminerai comme mon idée quand il a dit que la sécurité de l'Algérie dépend de la sécurité du Maroc et inversement, la sécurité et la stabilité du Maroc dépend de la sécurité. C'est réciproque, c'est mutuel. Parlons de réciprocité sur le volet économique à présent de professeur Komat. Qu'apporterait l'ouverture des frontières aux deux pays et sur quel secteur en particulier cela pourrait être bénéfique? En fait, ça c'est un sujet très très important, tout d'abord sur un plan bilatéral, mais également sur un plan régional et même sur un plan continental. Vous savez que, en fait, c'est Naïm tout à l'heure a évoqué, en fait, le bien fondé peut-être d'évoquer cette question en ce moment-là. Moi, à mon sens, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, des raisons objectives, parce que c'est vrai
que les médias jouent un rôle négatif pour véhiculer des choses fausses, notamment sur la nature de la relation entre le Maroc et l'Algérie, qui seraient entachées par certaines pratiques qui ne sont pas vraies. La réalité, c'est qu'il y a en fait du respect mutuel, qu'il y a un intérêt mutuel. Et puis, au-delà en fait de cette dimension médiatique, il y a des dimensions tangibles, des dimensions concrètes, des dimensions stratégiques, liées notamment aux circonstances que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que le dernier appel de Sa Majesté à l'Algérie date de novembre 2018, où il a appelé à la mise en place d'un mécanisme politique conjoint de concertation et de dialogue, et Sa Majesté avait laissé la voie ouverte à la forme que voudraient donner les Algériens à ce mécanisme. Bon, malheureusement, les choses n'ont pas évolué. Mais entre-temps, nous sommes dans un nouveau monde. Nous avons vécu une crise aujourd'hui, aussi bien le Maroc que l'Algérie, que les autres pays du Maghreb. Et il y a une reconfiguration des relations internationales sur le plan stratégique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et nous avons besoin de nous rapprocher. Ça, sur un plan purement réel, purement pragmatique. Alors, bien évidemment, au-delà de ces relations bilatérales, il y a bien sûr la dimension Maghreb qui est fondamentale. Vous savez que le Maghreb, aujourd'hui, les pays du Maghreb perdent annuellement entre 1 et 2 points de croissance pour les 5 pays du Maghreb, par non-Maghreb, à cause du non-Maghreb. Également, en fait, aujourd'hui, l'intégration même de l'Afrique pâtit à cause de faible intégration au niveau du Maghreb. Vous savez que l'intégration économique de l'Afrique passe par l'intégration des communautés économiques régionales qui sont au nombre de 8, et la région la moins intégrée, c'est la région du Maghreb. Et donc, il y a beaucoup de manques à gagner, aussi bien sur un plan bilatéral, sur un plan maghrébin que sur le plan continental. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut mutuellement gagner de cette ouverture, de ce rapprochement? Il faut dire que, par exemple, au niveau des échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie, ils ne dépassent pas 1% de l'essentiel des échanges des deux pays avec le reste du monde, ce qui est faible. C'est 5,3 milliards de dirhams, ce qui est en fait en deçà du potentiel énorme, parce que nous sommes sur des économies complémentaires. Absolument. Sur un plan commercial, mais également sur le potentiel à monter des projets en commun. Donc il y a en fait énormément de potentialités sur le plan économique, sur le plan des échanges commerciaux, sur le plan de montage de projets communs en matière de valorisation des matières premières, pétrole, phosphate, en matière d'énergie renouvelable, en matière d'industrie automobile. On sait que sur ce plan-là, bien sûr, le Maroc avance, l'Algérie également a des ambitions. Il y a possibilité de montage de projets en joint venture en commun. Donc, en fait, et puis, bien sûr, il y a la dimension humaine qui est fondamentale, parce que les peuples, en fait, ils s'apprécient mutuellement. Ils ont énormément d'idées, énormément de projets à développer en commun, bien sûr pour l'intérêt des deux peuples, mais également pour l'intérêt de la région. En fait, Sa Majesté a fait appel à ces dimensions pragmatiques, réelles et réalistes, qui nous rapprochent beaucoup plus qu'ils nous éloignent. Il va falloir qu'on tourne la page et qu'on soit plus pragmatique, parce que autant aujourd'hui, avec les nouveaux défis, la nouvelle configuration des relations au niveau régional, au niveau continental, les deux pays ont besoin de se rapprocher et de monter un avenir en commun. Et il a aussi, donc clairement la balle est dans le camp de l'Algérie maintenant, après ce discours qui a créé la surprise, comme le disait tout à l'heure Naïm Kamal, et le souverain a clairement fait appel aussi au peuple algérien. On vient de l'écouter, juste pour rappeler peut-être cet extrait-là. Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance. Je rassure nos frères en Algérie, vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, qui n'est nullement un danger ou une menace pour vous. En fait, ce qui vous affecte nous touche, et ce qui vous atteint nous accable. Driss Issaoui. Donc c'est un appel clair, non seulement aux dirigeants algériens ce soir, mais aussi au peuple voisin algérien. Écoutez, je pense que le discours du roi est un discours tout à fait pragmatique, direct, et il fallait absolument qu'il lance cet appel à l'égard du citoyen algérien. Les citoyens algériens aujourd'hui, ils en ont marre. Ils veulent passer à autre chose. Mais passer à autre chose avec qui? Avec des gens qui sont en train de construire des montagnes, qui sont en train de construire des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans l'esprit de ceux qui le racontent. Oui. Et
Est-ce que vous m'entendez, Idrissa Issaoui? Oui, juste une seconde, parce que j'ai des écouteurs à charge. Je vais les recharger et reprendre. Ok, alors on enchaîne avec Naïm Kamal peut-être. Et la même question, cet appel adressé aux citoyens algériens par le souverain ce soir. Écoutez, c'est d'abord parce que il y a un discours malheureusement récurrent en Algérie sur une présumée malveillance du Maroc à l'égard de l'Algérie, alors même que toute l'histoire est témoin du contraire. Et si l'on remonte au 19e siècle déjà, le sultan Moulay Abdelrahman a été au secours de l'émir Abdelkader. Pendant la guerre de libération algérienne, le Maroc n'a pas été avare de son soutien, ni de son soutien matériel et diplomatique et financier et territorial, ce qui lui a beaucoup coûté. Donc, puisqu'il ne faut jamais oublier que l'essentiel de l'armée de libération algérienne était stationné à Oujda et dans la région d'Oujda. Et donc, on a la nouvelle génération a grandi dans un discours malheureusement de haine, de conditionnement, d'hostilité, dans l'hostilité au Maroc. Et je crois que le roi a voulu, en s'adressant ainsi au peuple algérien ou à l'Algérien citoyen, que, vous savez, il n'y a aucune malveillance du côté du Maroc. Vous pouvez, de ce côté-là, vous rassurer et faire confiance à l'avenir. Et en commençant par le présent, et donc par la discussion, ça ne va pas être facile. Il faut pas quand même être dupe. Il y a eu tellement de travail qui a été fait sur la nuisance du Maroc, le trafic. Je vous donne un exemple très simple. Le trafic de drogue qui est transfrontalier partout dans le monde, pas dans cette région, est présenté comme un acte délibéré pour ruiner la jeunesse. Tout est fait pour que le Maroc soit perçu, soit diabolisé, soit perçu comme un ennemi. Justement. Je crois que dans l'esprit royal... On va écouter peut-être Naïm Kamal, si vous le permettez. On va écouter justement par rapport à ces tensions médiatiques et diplomatiques, on va écouter un extrait du discours du souverain. Écoutez. Bon, on vient de m'informer que ce n'est pas prêt, donc on peut peut-être y revenir plus tard. Est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, eh bien, malgré ces campagnes de dénigrement ou ces campagnes fallacieuses, comme vous le disiez, pour vraiment ternir cette image du Maroc ou même du Marocain envers le voisin algérien, est-ce que vous pensez qu'avec les nouvelles technologies, comme l'a soulevé le souverain dans son discours, eh bien, cela pourrait changer et pourrait même jouer en faveur d'un rapprochement au lieu d'une séparation accrue? Oui, bien sûr. Vous savez, les nouvelles technologies, ils sont ce qu'on en fait. Ce n'est pas des technologies autonomes qui vont commencer à agir indépendamment de la volonté humaine. Donc, c'est l'usage qu'on en fait. Et on sait que souvent, sur la toile, il y a vraiment des affrontements violents. Parfois vile, des deux côtés. Il faut être objectif et lucide. C'est-à-dire il y a les agressions, les contre-agressions, l'attaque, la contre-attaque, de toutes parts. Donc moi ce que je dis, le roi a noté quelque chose de très important. Il y a peut-être aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, une tension sur le plan diplomatique et sur le plan médiatique, sachant que le médiatique n'est que le relais de cette tension diplomatique. Il est l'instrument, mais il ne faut pas il faut donc qu'on essaie aujourd'hui. Je crois que dans la volonté royale, il y a une volonté d'appel à la sérénité, au calme, à la raison. Il faudrait revenir à la table des discussions, à la table de la concertation,
à mettre tout à plat et à discuter, au lieu de continuer dans cette spirale qui est cyclonique, c'est-à-dire de cyclone qui se nourrit d'elle-même, comme la mauvaise colère. La mauvaise colère se nourrit d'elle-même. Plus on crie, plus on va crier un peu plus. Et donc, je crois que dans le dessein royal, mais c'est un dessein constant puisqu'il est récurrent. Dans le dessein royal, il s'est adressé personnellement au président algérien, vous et moi, a-t-il dit, sous la forme que vous voulez. Nous devons travailler au règlement de tout ce qui nous sépare. J'espère que M. Tebboune aura suffisamment de bonnes dispositions, sera de bonnes dispositions pour répondre favorablement. Et également, il s'est adressé au peuple algérien pour que il porte et soutienne, parce que on le sait, si on voit des deux côtés des frontières, les deux populations souffrent de cette fermeture des frontières. Les gens aimeraient pouvoir traverser librement, aller voir les uns les autres sans entrave, ne pas être obligé de prendre un avion et de faire un détour. C'est aujourd'hui les Israéliens marocains d'origine marocaine peuvent venir directement, a fortiori, qui sont encore plus proches, ce sont les Algériens. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez, quand on prend l'ensemble de la culture générale, de ce qui constitue ce patrimoine commun, c'est vraiment deux faces d'une même médaille, le Maroc et l'Algérie. Il y a tellement d'interpénétration inter l'histoire. Malheureusement, depuis maintenant 40 ans, 50 ans, il y a eu cette rupture telle que parfois, nous-mêmes, il faut le dire, quand on est obligé de monter au créneau, on monte au créneau, et que de chaque côté, nous nourrissons je ne voudrais pas parler de haine, parce que c'est un mot trop fort. Et la haine, mais en tout cas, il y a attention. Il y a attention. Pas de haine, mais il y a attention. À ce rejet mutuel de l'un et de l'autre, alors que nous avons tout intérêt. Maintenant, on peut dépasser le discours. Et il faut faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs des deux pays, comme d'ailleurs voilà, c'est-à-dire les intérêts. Aujourd'hui, on va écouter peut-être l'extrait du souverain et on revient à notre discussion. D'accord. Écoutons le discours. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنهما كالجسد الواحد. Corollairement, ce qui touche le Maroc affecte tout autant l'Algérie, car les deux pays font indissolublement corps. La vérité est que le Maroc et l'Algérie sont tous deux confrontés au problème de l'immigration, de la contrebande, du narcotrafic et de la traite des êtres humains. Les bandes qui s'adonnent à ces activités criminelles sont notre véritable ennemi commun. Si, ensemble, nous nous attelons à les combattre, nous parviendrons à mettre fin à leurs agissements en extirpant leur mal à la racine. Par ailleurs, nous déplorons les tensions médiatiques et diplomatiques qui agitent les relations entre le Maroc et l'Algérie. Elles nuisent à l'image des deux pays et laissent une impression négative, notamment dans les enceintes internationales. Aussi, nous appelons à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays. Nous pourrons ainsi dépasser cette situation déplorable qui gâche les potentialités de nos deux pays, aux grandes dames de nos deux peuples et des liens d'affection et de fraternité qui les unissent. Plus que deux nations voisines, le Maroc et l'Algérie sont deux pays jumeaux qui se complètent. Par conséquent, à sa plus proche convenance, j'invite son Excellence le président algérien à œuvrer à l'unisson au développement des rapports fraternels tissés par nos deux peuples durant des années de lutte commune. Et un appel aujourd'hui clair et une invitation directe aux dirigeants algériens, au président, la personne du président algérien Driss Aissaoui. Donc
c'est un nouvel appel du souverain. Et est-ce que aujourd'hui, on peut le dire, il y a des chances que cet appel trouve une oreille qui écoute et entende cette voix de la raison? Écoutez, quand on suit le fil de l'actualité en Algérie, quand on écoute disons, les voix qui font de la propagande, on a l'impression que ces choses ne marcheront pas. Mais je suis sûr et certain que quelque part en Algérie, il y a des voix, il y a des oreilles, il y a des esprits éclairés qui vont entendre cet appel. Parce qu'on ne peut pas écouter un tel appel venant d'un homme, d'un roi, qui a justement cette profondeur dans l'histoire et qui nous appelle à travailler ensemble. Et il l'a dit, nous avons les mêmes ennemis. Nous avons la contrebande, nous avons le terrorisme, beaucoup de choses que nous pouvons combattre tous les deux et construire des projets intéressants pour les deux peuples, que ce soit pour l'Algérie ou pour le Maroc. Donc je pense, ça c'est un appel qui fera date et il sera inscrit dans l'histoire. Et il l'a dit, le roi lui-même l'a dit, que finalement on est responsable devant l'histoire. C'est-à-dire quand il parle du Maroc et de l'Algérie, l'Algérie, les deux pays seront responsables devant l'histoire, devant Dieu et devant les peuples des deux pays. Ils seront justement, ils demanderont des comptes à cette gestion aveugle qui n'a jamais voulu faire avancer les choses. Et malheureusement, il y a des choses à faire. Le Maroc est prêt à le faire. J'espère que l'Algérie sera aussi prête à faire ce pas. Très bien. Peut-être un dernier tour de table avant la fin de cette émission spéciale Abdelatif Komat, cette responsabilisation finalement devant Dieu, l'histoire et les citoyens marocains ou algériens, responsabilité politique mais aussi morale de la persistance de ce statu quo. Peut-être un dernier mot là-dessus, Abdelatif Komat, avant de se quitter. Effectivement, Sa Majesté a précisé clairement que l'Algérie et le Maroc ne sont pas l'ennemi l'un de l'autre. Mais par contre, ils ont des ennemis en fait communs, qui sont bien évidemment ce qui a été évoqué, l'immigration, la lutte contre la contrebande, etc. Et ils ont intérêt à travailler ensemble pour justement éradiquer ces ennemis. Et en fait, la responsabilité, elle est bien évidemment par rapport au peuple. Mais ce qu'a dit Sa Majesté d'une manière claire, c'est qu'au-delà des deux pays, c'est une incompréhension au niveau des instances internationales. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que deux pays voisins qui ont les mêmes ennemis, peut-être au lieu de collaborer, de travailler ensemble, ils se chamaillent, ils se créent des accusations qui ne sont pas fondées, au lieu d'être pragmatiques, d'être réalistes, et tout d'abord, bien évidemment, faire face à ces aspects négatifs, mais surtout pour travailler ensemble, pour construire un avenir meilleur pour leur peuple, d'autant plus que nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui appelle à ce que la proximité prévale en matière de collaboration économique. On le voit aujourd'hui, la géostratégie aujourd'hui fait que les puissances, en fait, il y a une certaine méfiance à travailler entre elles, ils vont se relayer sur des points stratégiques qui sont proches, notamment pour l'Europe. Le Maghreb, en fait, il est très important. Et bien sûr, le noyau du Maghreb, c'est le Maroc et l'Algérie. Et donc, on a tout intérêt à travailler ensemble. Tout d'abord, pour justement développer notre région, mais surtout de constituer une force qui serait l'interlocutrice au niveau international, sur un plan économique, mais également sur ces questions très sensibles au niveau international, qui sont l'immigration, la contrebande et le narcotrafic, etc. Et pour terminer, Naïm Kamal, est-ce que le fait que le souverain rappelle ce traité de Marrakech, texte fondateur de cette union du Maghreb arabe, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas fortuit ce choix d'évoquer l'UMA dans ce discours? Mais bien sûr, vous savez, j'ai eu la chance de vivre en direct le voyage de feu le roi Hassan II à Alger en 1988. Et j'ai vu comment, en 24 heures, la communion
des deux populations s'est faite. Et comment la glace a fondu rapidement, sans même avoir peut-être besoin de soleil. Il avait besoin d'être réchauffé par le réchauffement des relations maroco-algériennes. Donc, je ne désespère pas que l'esprit de Zeralda. Zeralda, c'est une région dans la banlieue d'Alger où s'est tenue la première rencontre entre les 5 chefs d'État maghrébins. Le Libyen, le Tunisien, l'Algérien, le Mauritanien et le Marocain qui avaient lancé le processus de l'édification de l'humain. L'Algérie aujourd'hui est dans une situation où il a besoin de muter, de changer de peau pour être cette Algérie nouvelle qui a fait le slogan et le credo du président algérien Abdelmejid Tebboune quand il s'est présenté au présidentiel. Cette Algérie nouvelle, pour se construire, a besoin de paix. Il n'a pas besoin d'inimitié. Il n'a pas besoin d'adversaires. Il n'a pas besoin d'ennemis. Il n'a pas besoin de s'investir et de continuer à dépenser l'essentiel de ses revenus dans l'armement et le réarmement. Et je crois que si la raison prend l'état réel des choses et fait avec, on pourra peut-être espérer un Maghreb meilleur. Il y a une Algérie nouvelle et une relation Maroc-Algérie tout aussi nouvelle, comme cela a été clairement exprimé par le souverain dans son discours ce soir à l'occasion de la 22e fête du trône. Encore une fois, je réitère mes remerciements à nos invités. Merci Abdelatif Komat, Driss Essaoui, Naïm Kamal. Merci d'avoir enrichi cette émission spéciale. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.